Bonjour et bienvenue sur Du Poil aux Pattes, le podcast qui va à la rencontre des professionnels du milieu animal. Je suis Constance, vétérinaire et fondatrice du site Bonjour Eustache. Pour vous, je pars à la rencontre de passionnés qui nous parlent de leur quotidien avec les animaux, de leur métier et de leur parcours pour en arriver là où ils sont. J'espère que ce podcast réveillera des ambitions cachées ou en motivera d'autres. Et surtout, je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de notre podcast Du Poil aux Pattes. Aujourd'hui, c'est Héloïse Desmaries, comportementaliste animalier pour chiens et chats que nous rencontrons. Elle nous raconte comment elle a découvert ce métier, les études diverses qu'elle a fait pour y parvenir et nous explique le rôle du comportementaliste dans le rapport homme-animal. Alors, ouvrez grand vos oreilles et bonne écoute. Bonjour Héloïse, on va commencer par très simple. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement à nous ? Donc bonjour Constance, bonjour à tous. Donc Héloïse Desmaries, je suis comportementaliste depuis maintenant une petite dizaine d'années et j'exerce ce métier pour les chats et les chiens. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue l'envie de faire ce métier et quelles études t'y ont conduit ? Alors, j'ai eu envie de faire ce métier le jour où j'observais plusieurs personnes agir avec leurs chiens et je me disais tiens c'est bizarre, il y en a qui ont besoin de hurler sur leur chien et puis c'est pas pour autant que ils vont se faire obéir de l'animal, et puis d'autres ils vont juste chuchoter à l'oreille, pas du cheval mais du chien pour le coup, et ça fonctionne très bien. Donc qu'est-ce qui fait que de cette manière-là ça va fonctionner, d'une autre manière ça ne fonctionnera pas? Ça m'a vraiment interpellée. Est-ce que tu avais déjà un chien à cette époque-là ? J'avais des chiens chez mes parents, oui, et des chats. Et donc, qui plus est, ça m'interpellait davantage pour avoir une relation, je dirais, apaisée et harmonieuse avec son animal. Et j'ai vu un petit reportage à la télé, en Allemagne. Il y avait un métier, c'était comportementaliste animalier. Et ça m'a vraiment plu. Alors pour le coup, je ne me suis pas lancée tout de suite là-dedans. Parce que je me suis dit, pour exercer ce métier, il faut quand même créer sa société ou son entreprise. Donc j'ai voulu faire les choses lentement mais sûrement. Et j'ai décidé de faire un BTS par alternance pour avoir les clés justement pour pouvoir ouvrir sa propre structure. D'accord. Et il y a 10 ans, je pense que le comportementaliste, c'était pas très développé encore. Tu étais un petit peu une des pionnières dans ce genre de métier. Voilà, pionnière, je n'irai pas jusque-là, mais effectivement, c'était très peu connu. On était encore considéré comme un psy du chien. Et ça, maintenant, les gens ont beaucoup évolué, notamment avec aussi la télévision quand même. Et c'est vrai que les gens sont très à l'écoute maintenant de leur animal, connaissent de mieux en mieux le métier et donc font forcément de plus en plus appel à nous quand ils ont une difficulté ou pour prévenir l'arrivée d'un animal. D'accord, donc après ce BTS de 2 ans qui t'avait donné quelques clés, est-ce que tu as ouvert directement ta structure ou comment ça s'est passé ? Alors je l'ai ouvert quasiment directement, mais j'ai travaillé en parallèle dans un cabinet vétérinaire en tant qu'assistante vétérinaire. Et ça aussi, ça m'a permis d'avoir des connaissances supplémentaires, également un réseau, parce que j'ai connu beaucoup de vétérinaires qui maintenant me réfèrent des clients de par leur clinique. Donc c'est vrai que c'était un réel plus pour moi d'avoir cette nouvelle corde à mon arc, on va dire. Et tu as réussi à faire ta formation de comportementaliste en même temps que celle du BTS ? Alors oui, j'ai fait mon BTS par alternance, donc j'ai eu la chance de pouvoir prendre des vacances aussi un petit peu quand je le souhaitais. Et ensuite, mes formations, parce que pour moi, comportementaliste, c'est une formation peut-être de base, mais c'est comme tout métier, l'idéal c'est vraiment de continuer à se former. Donc jusqu'à encore très récemment, je faisais entre 1 et 3 formations par an avec des intervenants mondiaux, on va dire, qui venaient soit des États-Unis, soit d'Allemagne et d'Angleterre. Et donc ça permet vraiment de rester toujours à la page des nouvelles avancées scientifiques en termes de comportement animal. Parce que ça évolue, parce qu'on découvre de plus en plus de choses. Il y a
il y a des espèces de postulats qui sont un petit peu tombés, la hiérarchie du chien, toutes ces choses-là, dont peut-être tu peux nous en parler un petit peu plus tard si tu veux, mais qui sont maintenant plus du tout d'actualité et c'est plus du tout la façon dont on voit les chiens, on ne doit pas dominer Voilà, son c'est vrai animal. qu'il y a des choses qu'on pouvait encore éventuellement dire il y a 10 ans, maintenant on ne les dit plus du tout et certainement que ce qu'on dit aujourd'hui, on ne les dira plus non plus dans 10 ou 15 ans. Donc, c'est de toute façon, toutes les sciences du comportement, qu'elles soient humaines ou animales, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution. C'est ce qui fait la richesse du métier aussi. Donc, Et alors, est-ce que tu as eu d'autres expériences professionnelles avant de te lancer vraiment dans le comportement ou en parallèle, à part cette expérience d'assistante vétérinaire? Alors, mon BTS par alternance, je l'ai effectué dans une entreprise qui était un cabinet d'architecture. D'accord. Donc, j'ai eu une expérience d'assistante de direction et d'assistante de gestion dans ce cabinet d'architecture. Et puis après, mon expérience à la clinique vétérinaire. En plus de ça, j'ai fait plusieurs petits travaux à côté, on va dire. J'animais des stands, je faisais j'étais commerciale pour différentes entreprises, enfin voilà, des petites activités, on va dire. Le temps que ça démarre. Voilà, le temps que ça démarre, exactement. Et il me semble que dans ton métier de comportementaliste, bien sûr, tu vas voir des gens en rendez-vous et tu aides les gens avec leur chien ou leur chat d'ailleurs, mais tu as aussi développé d'autres aspects, tu vas dans les maisons de retraite, dans les prisons. Oui, alors quand on est comportementaliste, c'est vrai que notre cœur de métier, souvent, c'est les rendez-vous individuels avec les propriétaires de chiens ou de chats, ou d'autres espèces pour ceux qui se spécialisent dans une autre espèce. Mais après, on peut ouvrir notre champ des possibles à énormément d'autres activités. Donc pour ma part, j'ai eu la chance de travailler avec une association qui intervenait dans les prisons et notamment à la maison d'arrêt de Strasbourg. Et donc j'ai pu pendant 2 ans aller visiter les détenus avec mes propres animaux et les animaux qui vivent pour le coup à la maison d'arrêt. Et donc ça c'est vrai que c'est une autre expérience très très enrichissante. Là c'est plus dans le domaine on va dire de la médiation animale, donc pas forcément dans le domaine du métier vraiment à proprement parler de comportementaliste, mais c'est une des pistes que l'on peut explorer en fonction je dirais de son vécu, de son ressenti, des capacités de ses propres animaux aussi. C'est ça, tu entraînes tes animaux à avoir l'habitude d'être manipulés, à être changés d'environnement. Alors on les entraîne à ça effectivement, maintenant après il y a aussi une part... je dirais qu'on ne peut pas gérer parce qu'il y a aussi une part de l'animal en soi, de l'individu. Et un individu qui n'aime pas le contact, qui n'est pas social, qui n'a pas envie d'aller vers l'autre, on ne va pas le forcer à faire ça non plus. C'est pas sa vocation. Voilà, si c'est pas sa vocation, la médiation animale reste vraiment aussi bien dans la bienveillance de l'humain que dans la bienveillance de l'animal. Donc on ne va pas forcer cet animal à aller au contact d'un humain parce que sous prétexte que pour l'humain ça serait bien. C'est vraiment une relation qui se crée et il faut que l'animal ait aussi envie. Et toi, tes animaux que tu emmènes en maison d'arrêt, c'est toujours les mêmes? C'est toujours des chiens? Qu'est-ce que tu emmènes? Alors, moi j'ai emmené un de mes chats, j'ai emmené 2 de mes chiennes. Et j'emmène un lapin, un gros lapin, un géant des Flandres. Et lui, il aime le contact? Alors lui, il est assez rigolo, il aime le contact. Et surtout, pour le coup, parfois, il provoque des réactions étonnantes, on va dire, chez les individus. Parce que autant un petit lapin nain, c'est tout mignon et on a envie de le prendre. Autant lui, il est très imposant. Et donc, il est plus gros que le chat. Voilà, il est plus gros que le chat, donc parfois on a un petit mouvement d'appréhension et donc ça fait une bonne base après de discussion effectivement avec les détenus. Et est-ce que tu as l'impression que du côté détenu, ça apporte vraiment quelque chose? Est-ce qu'ils attendent ta venue d'une semaine à l'autre? Alors oui, il y en a qui sont vraiment très en demande. C'est souvent des personnes qui ont eu un animal à l'extérieur, donc qui sont eux-mêmes propriétaires d'animaux. Et puis après, on le sait tous, le contact de l'animal, le pelage, le toucher, tout ça, c'est des choses qui manquent souvent. Et donc, le fait de pouvoir le retrouver, même incarcéré, c'est vrai que c'est très, très appréciable pour les personnes. Et c'est quoi les autres structures dans lesquelles tu peux emmener, faire de la médiation animale? Moi, je pensais aux maisons de retraite, aux maisons d'arrêt. Est-ce qu'il y a d'autres...
Alors oui, après il y a plein d'endroits où il est possible d'emmener son animal. Je dirais c'est toute structure qui peut avoir envie de recréer un lien, que ça soit un lien avec l'animal ou avec l'humain, parce que souvent l'animal est le précurseur ou le moteur pour pouvoir rediscuter avec la personne. Donc ça peut aussi être dans des écoles. Là récemment, il y a un chien de handi-chien qui a été remis à la police pour pouvoir faire les interrogatoires de police. D'accord. Donc ça aussi, c'est parfois des moments qui sont très anxiogènes, aussi bien pour le policier certainement, que pour évidemment la personne qui est interrogée, ou du moins qui est entendue. Après, voilà, à mon sens, c'est des moments qui peuvent être très anxiogènes et qui peuvent vraiment permettre de faire redescendre la pression. La pression. C'est vrai qu'on entend aussi parler pas mal de médiation animale avec les chevaux aussi. Oui, donc l'équithérapie, ça c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup. C'est pas du tout mon domaine d'intervention, mais c'est vrai que comme l'animal est plus grand, il impose beaucoup, c'est aussi un moment où la personne peut avoir une certaine appréhension, on est obligé de se reconnecter finalement à soi, et ça souvent ça fait du bien aux personnes qui en manquent. Oui. Donc, Et alors une autre de tes casquettes que je connais aussi, c'est des formations de secourisme animalier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, une nouvelle fois, le métier de comportementaliste, comme on le disait, vous ouvre tout un tas de champs de possibles. Et un champ de possibles, c'est également les formations. Donc là, moi, je me suis associée avec des vétérinaires. Et ça me permet de proposer des formations de premier secours pour les animaux. Donc là, pour le coup, pour chiens et chats ou pour chevaux. Et alors, pourquoi ces formations ? Parce qu'on s'est rendu compte que, en tant que vétérinaire ou en tant qu'assistante, pour ma part, eh bien, quand les gens appellent à la clinique, souvent, ils ont du mal à quantifier le degré d'urgence pour leur animal. Et donc ça implique que souvent ils nous donnent des informations mais qui ne sont pas tout à fait justes ou du moins qui sont mal évaluées, pas par mauvaise volonté mais juste par méconnaissance. Oui, puis il y a le stress, il y a plein de choses qui angoissent. Il y a énormément de choses qui jouent. Et ce qui fait que au final l'animal n'est pas toujours pris en charge aussi rapidement qu'il le devrait. Et lors de ces formations, le but c'est vraiment de savoir reconnaître quelles sont les constantes d'un animal, donc quelles sont les constantes normales de l'animal, qu'est-ce qui va amener que cet animal n'est plus dans un état normal, et pouvoir retransférer ces informations au vétérinaire ou à l'assistante que vous avez en ligne, effectuer les premiers secours si vous êtes perdu au fin fond de la nature, avant d'emmener votre animal évidemment chez le vétérinaire. Oui, le but c'est pas de savoir soigner son animal à la place du vétérinaire, c'est de savoir dispenser les premiers soins. Voilà, c'est vraiment, c'est exactement la même chose que les formations de premiers secours pour humains. Le but c'est vraiment de savoir quoi faire avant que les secours n'arrivent. Donc là c'est la même chose, c'est pouvoir réagir, juger du degré d'urgence de l'animal et de pouvoir retransmettre les bonnes informations au vétérinaire qui représente les secours. Bien sûr. On fait le parallèle avec l'humain. Et puis aussi peut-être savoir ne pas s'inquiéter si c'était pas très grave et pas déclencher tout le branle-bas de combat de la consultation au milieu de la nuit si ça pouvait attendre le lendemain matin. Et ça c'est aussi très, je dirais, ça met en confiance les propriétaires qui font ces formations-là. Alors, on est en train de rigoler parce que mon chat est en train de venir près du micro. C'est ça. Et donc, on est un peu perturbés, Constance et moi, parce que... On ne veut pas le mettre dehors, au contraire. On ne veut pas le mettre dehors, mais voilà, on ne veut pas qu'il participe de trop à l'interview non plus. Alors... Tu es le bienvenu quand même. Voilà. Et donc, c'est vrai que les personnes qui participent à ces formations ressortent très en confiance et savent que ok, maintenant si j'ai ça, je n'ai peut-être pas besoin d'alerter tout le monde le samedi soir à 22h, de forcément avoir un surcoût de la consultation qui peut être aussi difficile à encaisser pour chaque propriétaire.
Et ça leur donne vraiment une plus grande confiance en eux pour pouvoir gérer le quotidien. Mais je pense que c'est une très bonne idée, parce que moi, qui travaille aussi en structure d'urgence, on voit bien que parfois, entre ce que les gens décrivent déjà au téléphone et ce qu'on trouve, des fois on s'attend à avoir des plaies catastrophiques, on a une griffe arrachée, et on se dit bon, il était 3h du matin, ça aurait peut-être pu attendre demain matin. Et à l'inverse, il y a des gens qui attendent le dernier moment, et là, ces fois-là, on se dit zut, c'était il y a 2 jours qu'il fallait consulter, là, l'animal est mourant, quoi. C'est ça. Et comme on le disait tout à l'heure, la part de stress joue aussi, parce que même si en tant qu'assistante vétérinaire ou en tant que vétérinaire, on pose des questions aux propriétaires pour, je dirais, évaluer la plaie, par exemple, d'un animal, la notion de dimension sous stress peut tout de suite varier d'un individu à l'autre, et donc on peut vite donner des mauvaises mesures. Oui, ça saigne beaucoup. Alors que finalement, c'est pas tant que ça. Enfin voilà, on a vraiment au niveau du stress, ça impacte vraiment nos réponses. Et quand on se sent plus en confiance, forcément on est moins stressé, donc on peut être plus objectif, même si c'est notre animal et qu'on y tient, etc. Mais donc on peut donner de meilleures informations et donc notre animal est pris en charge plus rapidement si une nouvelle fois c'est nécessaire. Tout à fait. Et alors, j'imagine que quand on est comportementaliste, c'est qu'on aime les animaux mais aussi les gens. Parce que je pense que souvent tu te retrouves face à des propriétaires un petit peu en détresse avec un animal qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que tu as choisi ce métier-là aussi pour ça? Enfin, je dirais, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours plu, les animaux, et du coup, plus par amour des animaux, tu t'es dirigé dans cette voie-là, ou est-ce que le côté un petit peu psychologique finalement du métier t'attirait aussi? Alors c'est l'ensemble, on va dire. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est le relationnel qui va se créer entre 2 individus. Ou parfois toute une famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et qui m'intéresse. C'est tout ce système-là, en fait. Donc bien sûr, si on est comportementaliste, il faut véritablement s'intéresser aux humains, parce que vous n'allez pas pouvoir agir directement sur l'animal. Notre rôle n'est pas du tout là. Notre rôle, c'est vraiment d'être bienveillant envers le propriétaire, pour que lui-même puisse mieux comprendre son animal, et qu'ensuite la relation se crée harmonieusement, ou se réharmonise, je dirais, au fur et à mesure. Donc ça, c'est sûr que si on n'aime pas l'humain, on ne peut absolument pas exercer ce métier-là. Est-ce que par hasard tu pourrais nous donner les principales raisons pour lesquelles on consulte un comportementaliste quand on a un animal de compagnie? Alors oui, bien sûr. Donc quand il s'agit d'un chien, très souvent, ça va être qu'il ne s'entend pas avec ses congénères, ou qu'il détruit des choses à la maison. Il y a aussi les chiens qui vont sauter sur les gens, ça c'est vraiment une demande récurrente. En ce qui concerne les chats, ça va plus être lié à de la malpropreté quand c'est des chats d'intérieur, ou une nouvelle fois des chats qui sont amenés à vivre à plusieurs et qui ne s'entendent pas. Et quand on voit un comportementaliste pour la première fois, généralement, je suppose que c'est pas une fois qu'on le voit, on le voit plusieurs fois, il faut faire évoluer les choses lentement. Est-ce que tu as une moyenne de rendez-vous? Est-ce que les gens peuvent attendre un certain résultat au bout de 1-2 mois? Enfin, est-ce que c'est difficile à mettre en place, ou finalement, est-ce que l'animal, une fois qu'on a réorganisé le territoire ou la façon de fonctionner d'ensemble, ça va assez vite? Alors là, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Le premier, ça va dépendre de l'âge de l'animal. Tout simplement pour une histoire de répétition. Si ça fait 5 ans que l'animal a le même comportement et le répète quotidiennement 30 fois, admettons, forcément, même si on change tous les paramètres, qu'on met toutes les chances de notre côté, que le propriétaire est ultra motivé et s'applique, ça mettra évidemment un petit peu plus de temps que si l'habitude est moins ancrée. Après, il y a aussi une notion d'âge. Enfin, pour revenir sur cette notion d'âge, c'est un petit peu comme nous. Si on apprend une langue étrangère à 3 ans, ou qu'on l'apprend à 20 ans, ou qu'on l'apprend à 40, 60 ou 80 ans, c'est plus du tout la même chose. Pour l'animal, c'est pareil. Plus l'habitude est créée, ou je dirais prise dès le départ, plus rapides sont les changements.
Ensuite, il y a aussi la motivation du propriétaire, parce que, je le répète, on est vraiment là en tant qu'intermédiaire entre le propriétaire et son animal. Donc nous, on peut montrer des choses au propriétaire, on peut faire une petite démonstration quand on va venir en entretien, mais c'est vraiment le propriétaire qui, par de nouvelles habitudes ou un nouveau mode de communication au quotidien avec son animal, va faire changer les choses. Donc si le propriétaire n'est pas motivé par ce changement et qu'il attend de nous que l'on change tout comme une baguette magique, forcément ça ne fonctionnera pas non plus. Donc après, je dirais que souvent, au terme du premier entretien, le propriétaire a vraiment de très bonnes bases normalement pour travailler avec des exercices déjà très pratiques, et qu'ensuite c'est plus une succession d'entretiens plus courts qui là vont vraiment dépendre de la problématique de l'animal et du propriétaire. Bien sûr. Et est-ce qu'on peut aussi décider de consulter, d'aller voir un comportementaliste dès qu'on a un nouvel animal à la maison, en prévention, juste pour mettre en place les bonnes pratiques tout de suite? Bien sûr. Et vous pouvez même ne pas attendre d'avoir cet animal. Vous pouvez, avant de recevoir votre chien ou votre chat, rencontrer un professionnel, et vous allez pouvoir voir avec lui comment aménager peut-être son lieu de couchage, quelles vont être vos nouvelles habitudes avec l'animal. Est-ce que vous voulez que cet animal soit plutôt ici ou plutôt là quand il sera adulte? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire déjà quand il est chiot ou chaton? Et ainsi de suite, pour que on puisse prendre les bonnes bases, comme vous le disiez tout à l'heure, dès le départ. Et alors, dans le futur, est-ce que tu imagines une évolution de ton métier? Comment est-ce que tu vois un futur proche ou lointain d'ailleurs? Alors, futur proche, c'est déjà arrivé, on va dire. J'avais une petite activité de revente de matériel, puisque ça aussi, quand vous êtes comportementaliste, évidemment, vous pouvez revendre un peu de matériel pour les animaux. Et donc ça, j'ai décidé d'arrêter, parce qu'en plus de mon métier, j'ai quand même eu 2 enfants dans un laps de temps de 3 ans, voilà, court on va dire. Donc ça occupe un petit peu quand même. Et donc j'ai préféré me recentrer vraiment sur la partie, on va dire, prestation de services et accompagnement, soit de propriétaires, soit de particuliers, soit de professionnels. Et vraiment me recentrer là-dessus plutôt que sur la partie vente de matériel. Donc ça, c'était notre petite réorganisation de l'année dernière, on va dire. Et puis dans le futur, on travaille avec une collègue sur un très beau projet. Alors j'en dirai pas forcément plus, mais avec une collègue et amie à moi sur tout ce qui est relation des chiens avec les enfants, justement. Super. Donc là, on a un site qui est dédié, voilà, et on a des petites nouveautés qui vont bientôt arriver. Et puis après, j'ai un autre projet un peu plus personnel, mais celui-ci, c'est à plus long terme. Et donc là, pareil, on aura certainement l'occasion de se revoir pour en discuter. Super. Donc il va falloir suivre l'actualité de ton côté, parce que finalement, il y a quand même 2 projets voilà, il y a deux un peu secrets. 2 nouveautés. Mais tu as raison de ne pas en dire trop, parce que souvent, les bonnes idées, elles sont vite reprises. C'est ça, voilà. Donc maintenant, on est un peu plus consciencieux et prudent. Voilà. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait être comportementaliste demain? Alors, c'est une très bonne question. Alors, le métier de comportementaliste, c'est un métier où il n'y a pas encore de formation reconnue, je dirais, par l'État. Donc après, je dirais que comme base, ça pourrait être bien de passer quand même par une voie qui est diplômante. Alors moi, j'ai fait le choix de faire une formation qui est certes diplômante. Mon BTS d'assistante de gestion était diplômant, mais pas du tout dans la voie que j'ai choisie. Donc là, si la personne ne veut pas avoir des bases en gestion et en administratif, je dirais peut-être choisir déjà une formation comme éducateur canin. Ça, au moins, le métier existe, ou ASV, ou je dirais tout métier sur lequel vous pouvez rattacher des connaissances des connaissances animales, pardon. Mais je dirais le métier de la formation d'éducateur canin comme base, ça peut être bien. Après, ce que vous apprenez dans ce métier-là, c'est pas du tout ce dont moi je me sers au quotidien, mais au moins vous avez un diplôme qui va être reconnu par l'État, ce qui me semble intéressant de nos jours. Et après, vraiment, c'est de suivre des formations qui sont très qualitatives. Alors pour ça,
mis à part étudier le programme de chaque formation, de s'ouvrir aussi à ce qui se fait en dehors de la France. Alors bien souvent les textes sont en anglais, comme tout texte scientifique, les textes sont publiés en anglais. Donc ayez de bonnes bases en anglais aussi. Mais c'est vrai que de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs est toujours intéressant. Rester en permanence en formation parce que c'est comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Et surtout, notre métier est mouvant, donc ne pas rester sur une formation que vous avez faite à un moment X. Et après, il faut aussi avoir conscience quand même qu'au quotidien, vous êtes à votre compte, donc ça nécessite d'avoir les reins solides, de ne pas se décourager parce que pendant 2 semaines, vous avez peut-être eu moins de clients. Non, il faut tenir, il faut vraiment tenir la distance, donc ça, il faut en avoir conscience comme tout créateur d'entreprise. C'est à peu près tout. Super, écoute, c'est tes conseils avisés. Je pense que c'est pas un métier dans lequel il est facile de se faire une place, mais une fois qu'on l'a, c'est un métier épanouissant et très intéressant. Tout à fait. Et la dernière question, finalement, elle n'a pas vraiment grand-chose à voir avec ton métier actuellement. C'est celle qu'on pose à tous les invités du podcast, donc tu n'y coupes pas. C'est, la question est la suivante. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi ? Alors, sans hésiter, je pense que je serais un chat. Je le savais. Voilà. Comme moi, finalement. N'est-ce pas ? Alors, pourquoi un chat ? Parce que, ils observent beaucoup et... On peut dire qu'elle est en train de me dire ça, en train de caresser un gros chat qui ronronne sur ses genoux. Mais... Déjà. Et je les trouve vraiment, ils ont une faculté d'observation, de calme, de patience... et de souplesse aussi, parce que quand on les voit se déplacer, sauter, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et je trouve que c'est déjà pas mal pour pouvoir vouloir être un animal. Ça me semble déjà bien. Donc, c'est ça, donc chat dans une bonne famille. Chat dans une bonne famille, évidemment. Ou alors chat d'extérieur, et voilà. Qui vit sa vie. Qui vit sa vie, mais oui. Eh bien, merci beaucoup Héloïse de nous avoir accordé du temps et de nous avoir donné plein de petits conseils et de secrets sur ton métier qui est très intéressant. J'espère que ça réveillera quelques vocations et quelques envies, soit d'aller rencontrer un comportementaliste avec son animal, soit peut-être de s'orienter vers cette voie-là pour quelques personnes qui en auraient envie et qui ne savaient pas exactement par quel bout s'y prendre. Eh bien, merci à vous et puis longue vie à Bonjour Eustache. On espère, on croise les doigts. Et voilà, du poil aux pattes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez le retrouver sur le blog du site Bonjour Eustache. Surtout, partagez-le avec vos amis et aidez-nous à le faire connaître. Souvenez-vous aussi que sur le site bonjoureustache.com, vous pouvez commander des box de compléments alimentaires personnalisés pour votre chien, votre chat ou votre cheval. Je les adapte selon l'âge, l'activité, la race ou la saison. N'hésitez pas à nous rendre visite. À bientôt pour le prochain podcast.